Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va nous résumer l'expérience qu'on aurait dû faire qui est sur le TP20 qui s'appelle solubilité, savon et extraction. Voilà, donc je vais essayer de résumer un petit peu les manipulations que nous aurions dû faire et les résultats attendus de cette expérience. Donc dans un premier temps, la bouillie bordelaise. Donc du coup, on nous demandait de proposer un protocole qui nous permettait de connaître la solubilité de manière quantitative du cyclohexane et de l'eau par rapport au sulfate de cuivre et du diode. Donc du coup, je propose de dissoudre la même masse de sulfate de cuivre et d'iode dans le même volume de solvant. Il faut pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc on va prendre la même chose. Moi, j'ai choisi 1 gramme de solide et un volume d'à peu près 10 ml. Donc les résultats, les voilà. Pour le cyclohexane, ici nous avons le sulfate de cuivre et ici nous avons l'iode. Donc là vous voyez que déjà le solvant étant différent, la solubilité elle change énormément. Ici on voit qu'avec le sulfate de cuivre et le cyclohexane il n'y a aucune interaction, le solide est entièrement précipité et il ne se dissout pas du tout. À l'inverse, le cyclohexane avec le diode, on voit qu'on a une dissolution partielle de notre précipité. Il y a quand même encore un solide qui s'est précipité au fond, donc ça veut dire que notre solubilité est atteinte d'un point de vue maximum. Donc solubilité du sulfate de cuivre par rapport au cyclohexane et du diode par rapport au cyclohexane. On va pouvoir se dire que dans notre échelle, on avait proposé une échelle, on avait dit que 1 espèce non soluble et 3 espèces très solubles. Alors moi, ce que je propose, c'est que pour le sulfate de cuivre et le cyclohexane, ce n'est absolument pas soluble. Donc sulfate de cuivre et cyclohexane, on va la qualifier de 0. À l'inverse, de diode avec le cyclohexane, on va qualifier ça de soluble, au moins partiellement. D'accord? C'est pas très soluble parce qu'il nous reste encore quelque chose qui a précipité, mais c'est quand même relativement soluble. On va mettre la note de 2. On va faire la même chose avec l'eau et le sulfate de cuivre et le diode. Donc là, vous voyez l'eau et le sulfate de cuivre. Là, vous voyez que c'est quand même très soluble. D'accord ? On a effectivement un fond de précipité encore, mais c'est la même chose que le cyclohexane et le diode. On a quelque chose qui est très soluble. À l'inverse, le diode avec l'eau, absolument pas soluble. On a toujours notre petit précipité au fond qui n'a absolument pas interagi avec l'eau. Donc, on peut se dire que le diode avec l'eau, absolument pas de solubilité, donc on va faire égal à 0. Et le sulfate de cuivre avec l'eau, à l'inverse, on va avoir quelque chose qui va être relativement soluble. Donc pareil, on va mettre la note de 2. Donc, on peut voir d'ores et déjà qu'il y a quelque chose qui va se dessiner. Le sulfate de cuivre est plus soluble avec l'eau et le diode avec le cyclohexane. On va pouvoir essayer de l'exploiter. On vous demande ensuite d'établir un lien entre la polarité du solvant et la capacité justement à dissoudre notre solide. Donc l'eau, l'eau, on a vu que c'était un angle. On a un angle d'un point de vue moléculaire. On a une espèce ici, l'oxygène, qui va être très électronégative, à l'inverse de notre hydrogène, qui va être un petit peu moins électronégatif. Donc on va avoir un moment dipolaire qui va s'apparaître. On va avoir la charge delta plus sur notre hydrogène ici, la charge 2 delta moins ici, puisqu'on va avoir aussi un delta plus ici. Donc on va avoir le barycentre des charges positives qui va se situer entre nos deux charges positives, voilà, au milieu. Et à l'inverse, ici, on va bien avoir notre charge moins, notre barycentre des charges moins qui va être ici, et notre barycentre des charges plus ici. Donc on va avoir un moment dipolaire qui va apparaître, du moins vers le plus, comme ceci. Donc notre moment dipolaire mu, il va nous prouver que notre molécule elle va être polaire, à l'inverse de notre cyclohexane qui est un cycle déjà. Donc cyclohexane, cyclo c'est un cycle, hexane, hex ça veut dire 6, donc on a 6 atomes de carbone, qui vont être reliés ensemble. Et vous voyez que peu importe la structure
dans l'espace qu'on va avoir, on va avoir quelque chose qui va être complètement apolaire, puisque on va avoir une structure qui va être symétrique en tout point. On va avoir ici un centre de symétrie, on va pouvoir avoir deux axes de symétrie, donc il ne va pas y avoir de distribution de charge autour de cette molécule, et donc du coup elle va être qualifiée d'apolaire. Donc si on peut résumer ici, sommairement on a un solvant ici qui va être polaire, pardon. Donc l'eau va être polaire, et le cyclohexane va être apolaire. Bon bah ça tombe bien parce que le diode, I2, puisque c'est une molécule composée de deux atomes d'électronégativité équivalente, puisque c'est le même, et ben le diode va être apolaire, à l'inverse du sulfate de cuivre, un CuSO4, qui va être lui polaire. Donc qu'est-ce qu'on peut obtenir? C'est que le diode va être plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. Donc les molécules, les solides moléculaires qui vont être apolaires seront solubles dans les solvants apolaires. Même chose, le réciproque est vrai. Les solides moléculaires qui vont être polaires, ioniques, vont être plus solubles dans les solvants polaires que apolaires. Donc c'est un résultat à retenir. On va pouvoir généraliser notre affaire comme ceci. Et on va pouvoir du coup l'exploiter pour pouvoir faire des extractions. Bien, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre expérience. Le savon mousse-t-il toujours? Donc on vous propose une petite expérience. On va dissoudre quelques copeaux de savon de Marseille dans différentes eaux pour voir comment est-ce que ça se dissout et est-ce que ça mousse toujours. L'eau distillée, l'eau du robinet, l'eau minérale et l'eau de mer. D'accord? Donc on a fait l'expérience. On voit ici, on a l'eau distillée. Donc vous voyez que l'eau distillée, ça mousse plutôt pas mal, mais on a quand même un précipité au fond qui se forme. L'eau du robinet, le précipité est plus faible et on a toujours beaucoup de mousse. On voit bien au-dessus de notre phase aqueuse qu'on a beaucoup de mousse. L'eau minérale, on a aussi de la mousse, mais par contre, on a toujours des copeaux de savon qui sont en suspension, qui n'ont pas été entièrement dissous par notre solvant. Et au final, l'eau de mer, vous voyez qu'ici on a excessivement peu de mousse, on a beaucoup de dépôts et beaucoup de copeaux de savon qui n'ont pas été dissous dans ce solvant. Donc on va essayer de classifier tout ça, tout ça c'est une comparaison. Donc du coup, l'eau distillée et l'eau du robinet, on a quand même beaucoup de mousse. D'accord? Donc on va classifier ça en 3 par exemple. D'accord? On va essayer de faire une petite échelle. L'eau minérale, ça a un peu moussé, mais c'est pas vraiment autant que le robinet. Donc on va dire par exemple 2. Et l'eau de mer, on a très très peu de mousse, mais on en a quand même un petit peu. D'accord? Donc on va faire 1. D'accord? Donc on voit bien que ici, le pouvoir moussant de notre savon, il va être de plus en plus atténué. Plus on va avoir finalement des solides qui vont être dissous déjà dans l'eau. Je rappelle que l'eau distillée, c'est de l'eau pure, il n'y a plus aucun minéraux dedans. À l'inverse de l'eau de mer où effectivement vous avez notamment du chlorure de sodium qui va être dissous en grande quantité. Le sel dans l'eau, c'est ça. Justifions la dénomination de amphiphile pour le savon. Donc le savon aime à la fois les lipides et l'eau. Je vous renvoie à vos cours de grec pour la nature des mots. Amphi, ça veut dire les deux à la fois, on va dire. Deux à la fois. Et phile, phile qui aime. D'accord? Je suis sûr que vous avez d'autres exemples avec le suffixe phile. Donc amphiphile, amphi les deux à la fois, phile qui aime, donc qui aime les deux à la fois. Donc ça aime à la fois les lipides, donc tout ce qui va être corps gras, et l'eau, qui, comme son nom l'indique, n'est pas un corps gras. Donc du coup, notre pouvoir moussant, il va être par rapport à cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau et des lipides. On va former ce qu'on va appeler les bulles de savon. Elles vont être considérées comme étant des bulles d'eau et on va avoir donc une tête et une queue pour notre savon. Notre tête, elle va être
hydrophile, donc elle va aimer l'eau. Donc hydrophile, c'est-à-dire qu'on va avoir nos têtes qui vont être collées à la pellicule d'eau, parce qu'elles vont l'aimer, elles vont vouloir être à côté d'elle. Même chose à l'intérieur. On va avoir formé notre fameuse bulle de savon, qui va être liée à ça. Donc, nos têtes vont être à l'intérieur et à l'inverse, les queues de notre savon, elles vont être lipophiles et donc hydrophobes. Donc, lipophile qui aime le gras, hydrophobe qui n'aime pas l'eau. D'accord ? Donc, du coup, nos queues, elles vont vouloir s'écarter de notre bulle, enfin notre paroi d'eau. Et donc, du coup, elles vont former une espèce de cohorte de petites molécules, petites queues, hop là. Donc on a bien ici notre bulle de savon, d'accord, qui est finalement considérée par une petite bande d'eau, une petite fine pellicule d'eau, qui va être de part et d'autre avec nos têtes hydrophiles et qui vont être repoussées par les queues hydrophobes. Donc cette bulle de savon peut grossir, d'accord, jusqu'à la tension maximale de l'eau. Elle peut grossir parce qu'à l'intérieur, les molécules, les têtes hydrophobes, les queues hydrophobes vont vouloir s'écarter les unes des autres parce qu'elles vont vouloir être le plus loin possible de notre eau. Donc ça, c'est pour le pouvoir moussant. Donc on voit bien ici que, si on reprend nos résultats premiers, l'eau distillée et l'eau du robinet, qui sont là où il y a le moins de minéraux dissous dans notre solvant, eh bien, on a bien quelque chose avec de l'eau pure, et donc du coup, ça va pas perturber nos têtes hydrophiles, et donc du coup, ça va bien favoriser le pouvoir moussant de notre savon, et donc son pouvoir lave. Comment est-ce qu'on lave, du coup ? Eh ben, admettons que vous soyez sur donc j'ai schématisé un bout de tissu et j'ai mis une tache de graisse dessus. Donc, le savon va arriver. Donc, le savon va arriver. Donc, qui va être attiré par la graisse ? Les queues lipophiles et donc hydrophobes. Donc, les queues vont se planter dans la graisse. Je n'en schématise pas beaucoup, mais bien vous imaginez, on est sur le monde microscopique, donc il y en a énormément. Donc les queues vont se planter parce qu'elles aiment le gras, et à l'inverse, les têtes, qui sont hydrophiles, et donc par nature lipophobes, donc elles n'aiment pas le gras, elles ne vont pas vouloir se planter dedans. Donc les têtes vont être à l'extérieur de notre tache de gras. On va essayer bien de les relier. Donc ça, c'est dans un premier temps, d'accord ? Votre tissu ou votre peau, d'accord ? Tissu, peau, ça, pour le coup, ça vient au même. Vous avez une tache de gras, vous avez savonné, il y a une petite, il y a eu de la mousse, il y a eu un pouvoir là qui s'est formé parce que vous êtes rincé dans un premier temps. Mais vous n'êtes pas propre pour autant. Pour l'instant, vous avez toujours votre tache de gras, vous avez toujours les molécules de savon qui vont se mettre tout autour, mais la tache de gras est toujours là. Elle est entourée de molécules de savon, pas de problème, mais elle est toujours là. Donc ce qu'il faut faire, c'est impérativement mettre de l'eau. D'accord ? On va se rincer après s'être savonné, ce qui semble une évidence, mais il faut bien quand même le redire. Il faut bien se rincer. Pourquoi est-ce que se rincer, c'est important ? Parce que l'eau, en passant au-dessus de cet amas de têtes hydrophiles, qui aiment l'eau, qu'est-ce qu'elles vont vouloir faire, les têtes ? Elles vont vouloir partir avec l'eau. Donc les têtes, elles vont se dire, on va y aller, on va venir avec toi, et on va partir au fond de la douche. D'accord ? Sauf que vous savez que les forces à l'intérieur d'une molécule sont très importantes, les liaisons qui caractérisent les molécules sont très importantes, et donc la molécule ne se casse pas en deux par un simple jet d'eau, d'accord ? Elle ne se casse pas en deux, donc la tête hydrophile, en voulant partir avec l'eau, va emmener sa queue avec elle. Elle va prendre sa queue. Sauf que la queue, elle dit, non, mais moi, je veux le gras, quand même.
Parce que moi, j'aime le gras, je suis lipophile. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que la seule liaison qui va pouvoir être facilement cassable, c'est la liaison finalement entre la couche de graisse et le tissu ou votre peau, encore une fois, hein, ça revient au même. Donc, quand l'eau va partir, elle va prendre toutes les molécules de savon, plus la tache de gras qui sera finalement accrochée à notre queue lipophile et nos têtes hydrophiles qui vont partir avec. Voilà. Bien, on se retrouve pour la dernière partie de l'expérience, qui est une extraction liquide-liquide. Alors le principe d'une extraction liquide, ça va être d'utiliser ce qu'on va appeler une ampoule à décanter. On a déjà utilisé un petit peu. On va revoir son fonctionnement et on va voir du coup son utilité. L'intérêt d'une extraction liquide, ça va être d'extraire une solution qui est déjà mélangée avec un autre solvant et de l'extraire, de le mettre dans un autre solvant pour pouvoir l'extraire. Donc là, on a notre solution de Lugol, d'accord? Donc vous voyez que ici, je vais avoir le diode qui va être déjà dissous. Elle est parfaitement dissoute, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, il y a aussi une phase aqueuse qui ne m'intéresse pas et moi, je veux extraire le diode de cette phase aqueuse pour ne récupérer que le diode avec le futur solvant. Évidemment, le solvant qu'on va utiliser, on va devoir plus tard l'éliminer d'une autre manière, mais ça, c'est autre chose. Déjà, on va essayer d'extraire le diode de notre solution de Lugol pour pouvoir le faire. Alors, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, d'accord? On va avoir, si on reprend toutes nos caractéristiques, on va avoir l'eau. On va pas extraire quelque chose qui est déjà miscible dans l'eau avec de l'eau, ça me semble pas possible. L'éthanol, le cyclohexane, le dichlorométhane et enfin l'acétone. Alors, pour réaliser l'extraction du diode, on va devoir choisir comme solvant quelque chose qui va être non miscible avec l'eau, mais dans lequel le diode est lui très soluble. Okay. Donc on a vu que puisque le diode était apolaire, on va choisir plutôt quelque chose qui va être apolaire aussi. Et on va essayer de voir les caractéristiques de chacun d'entre eux. Donc si on reprend les caractéristiques que vous avez dans votre tableau, l'éthanol, il est totalement miscible avec l'eau, donc ça va pas trop nous aller, parce que du coup, quand on va le mélanger, ça va remélanger toute notre affaire, donc ça va pas être terrible. Je vais le faire exprès, je vais pas partir de la fin. L'acétone, d'accord, on a une grande miscibilité avec l'eau, donc pareil, ça va pas nous être très très utile, d'accord. Et à l'inverse, on a une solubilité avec le diode qui est quasiment nulle. Du coup, si je mets de l'acétone, mon diode que je veux extraire ne va pas se dissoudre dans le solvant extracteur. Pareil, aucun intérêt à prendre l'acétone. Le dichlorométhane, on a bien une miscibilité avec l'eau qui est très faible, donc ça pourrait être intéressant. Mais par contre, on va avoir une solubilité avec le diode qui va être très faible, ça pourrait être intéressant, sauf que il a une solubilité avec le sulfate de cuivre, qui a aussi dans mon Lugol, que je ne veux pas, qui est partielle, donc qui est plus importante que très faible. Donc, il ne reste plus comme choix que le cyclohexane. Alors ça tombe bien, parce que dans notre première expérience, on a déjà démontré que le diode se dissolvait très bien dans le cyclohexane. Donc, comment on va faire ? On va prendre notre ampoule à décanter. Alors, je refais rapidement le mécanisme pour l'ampoule à décanter. Donc, nous avons ici notre verrier et notre petit robinet. Donc, on vérifie bien, avant de mettre, j'ai mis un peu de Lugol, que notre robinet est bien fermé, sinon, évidemment, ça coule. Donc, on a notre Lugol qui va être ici et on va rajouter du cyclohexane. Donc, le cyclohexane, il est ici. On prend à peu près les mêmes quantités et de Lugol et de solvant extracteur pour pouvoir le mélanger. Donc on va mélanger cette affaire. Donc, vous voyez que déjà, dans un premier temps, on a bien deux phases qui vont se séparer. Comme on utilise un ampoule décanté, on va clairement pas le laisser comme ça. On va bien mettre le bouchon et on va mélanger. On mélange bien, on maintient bien avec la main et on y va. On y va, on n'hésite pas. Alors par contre, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que du coup, il va falloir dégazer. D'accord ? Si on ne dégaze pas, le bouchon il va sauter comme une bouteille de champagne. Donc on a bien mélangé notre solution de Lugol avec notre solvant extracteur. Et donc du coup, vous voyez que il apparaît notre solution ici, violette, rose-violette, qu'on a vu tout à l'heure.
D'accord? Le diode dans du cyclohexane, on a vu que ça faisait quelque chose comme un espèce de rosé. Donc là, on le retrouve et on a toujours notre solution de Lugol sans le diode. D'accord? On peut refaire un petit peu. Plus on le fera, plus ce sera bien. Alors, dans le meilleur des cas, on pourrait faire une extraction liquide. Plus on fait d'extraction liquide-liquide, plus on fait d'extraction, plus on a de résultats. C'est-à-dire que là, il faudrait récupérer notre Lugol qui n'a pas réagi, le re-extraire avec du cyclohexane, etc., jusqu'à ce que le cyclohexane ne réagisse plus du tout. Donc, la question est de savoir où est le Lugol et où est notre diode. Notre Lugol, il est bien en bas. C'est la phase aqueuse avec notre sulfate de cuivre. Et en haut, on a bien notre cyclohexane et notre diode qui est en haut. Alors, ça correspond bien en plus à nos données. On regarde les densités de cette affaire. On a bien une densité du cyclohexane qui est plus faible que la densité de l'eau. On a 0,79. Donc du coup, forcément, il va être proportionnellement plus léger que l'eau, donc l'eau va vouloir se descendre au fond, et le cyclohexane aller en haut. Donc si on reprend notre petit schéma, donc on avait une séparation entre les deux, notre ampoule est décantée, notre Erlenmeyer qu'on a mis en dessous pour, au cas où pour récupérer notre affaire. Et donc du coup, en bas, on a dit que c'était l'eau plus le sulfate de cuivre. Et en haut, parce que le cyclohexane, plus que le diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau, et que le cyclohexane a une densité plus faible que l'eau, il va se mettre en haut. D'accord? Donc là, on va avoir notre diode plus notre cyclohexane. Alors, pour récupérer notre affaire, il faudrait éliminer entièrement notre eau plus notre sulfate de cuivre en tournant le robinet. Tout ça va descendre tous ensemble, d'accord? On va récupérer notre Erlenmeyer, l'eau et le sulfate de cuivre. On va essayer de couper au bon moment. Donc, à la fin, il nous restera plus que dans notre ampoule à décanter, notre diode plus notre cyclohexane. Et donc, du coup, on aura extrait le diode de notre solution de Lugol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous revoyez bien la vidéo pas à pas. Essayez de refaire les expériences si vous pouvez à la maison. Je pense notamment au savon qui mousse. Style toujours, ça c'est faisable à la maison. Vous revoyez bien le cours, vous essayez de compléter le cours et lundi, on en reparle calmement. Voilà. Bon week-end, bonne journée, au revoir.